Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être ici aujourd'hui avec nous. Merci également à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent dans les salles de retransmission dans les lycées, mais également en ligne et sur le lien qui vous a été transmis. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui et je suis ravie de représenter l'Institut Jacques Delors et d'organiser cette table ronde dans le cadre de ces printemps de l'économie. Je remercie Pierre Pascal, je remercie Géraldine, je remercie toute l'équipe qui nous accueille aujourd'hui et qui nous a proposé cette table ronde. C'est vraiment un plaisir d'être dans ce lieu du Conseil économique et social et de réfléchir ensemble sur la défense européenne. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, question ambitieuse, allons-nous enfin vers une défense européenne ou vers une plus grande intégration de la défense européenne? Et c'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre avec mes intervenants aujourd'hui. Alors en ligne, et j'espère qu'il nous entend et qu'il est connecté, Federico Santopinto, qui est directeur de recherche à l'IRIS et qui est chargé du programme Europe, Stratégie et Sécurité. À l'IRIS, donc l'Institut de Relations internationales et stratégiques. J'accueille aujourd'hui Nicole Niesotto, qui est vice-présidente à l'Institut Jacques Delors, et Julien Malizard, qui est titulaire de la chaire économie de défense de l'IHEDN. Donc cette question vers une défense européenne, c'est une question qu'on a l'impression, quand on a les âges que nous avons, d'avoir posé des dizaines de fois, et nous allons très probablement revenir sur un certain nombre de ces moments et sur un certain nombre de déceptions qu'a pu constituer cette avancée vers une Europe de la défense. La question qui se pose aujourd'hui, et certains répondraient oui immédiatement, c'est est-ce que finalement la mutation de l'environnement géopolitique partout dans le monde, l'évolution de la mondialisation, de la globalisation, parce que je n'oublie pas qu'on est au printemps de l'économie et donc on est aussi en lien avec les questions économiques. Est-ce que la guerre en Ukraine, est-ce que tous ces moments forts qui changent véritablement la perspective quant à l'avenir de l'Union européenne vont inciter les États, les institutions européennes à réfléchir ensemble à leur défense et au-delà, bien évidemment. Nicole, dans le papier que vous avez livré dans le cadre de la revue de ce printemps de l'économie, vous faites le constat et vous titrez sur le serpent de mer de l'Europe puissance et de retour. La question que j'avais envie de vous poser pour commencer et pour planter finalement le cadre de cette conférence, c'est est-ce que la guerre en Ukraine a enfin réveillé les Européens? Et est-ce qu'il y a une prise de conscience et des propositions crédibles pour engager la mue politique et géopolitique de l'Union européenne? Merci beaucoup Sylvie et merci pour votre invitation à ce 12e, je crois, 12e rencontre, 12e printemps de l'économie. Alors, je vais répondre, oui, l'Ukraine a réveillé quelque chose chez les Européens. Moi, je crois que l'Ukraine a réveillé d'abord la peur, et peut-être plus la peur que le désir de devenir une Europe puissance. Ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, pour essayer d'étayer ce propos, je vais juste faire un tout petit retour en arrière. On avait trois versions de l'Europe de la défense jusqu'à maintenant. Il y avait la version française, totalement solitaire, magnifique, mais solitaire, personne ne nous suivait, qui était effectivement une défense européenne comme condition de l'Europe puissance, d'une Europe politique capable de gérer à égalité avec d'autres puissances les crises régionales, voire mondiales. Vision parfaitement solitaire, mais extrêmement permanente de la France depuis le général de Gaulle. Deuxième vision de l'Europe de la défense, c'était la vision, si je puis dire, utilitariste. Il faut faire une défense européenne parce qu'il y a une menace contre l'Europe. Et ça, c'est très récent. Ça commence à partir de 2015. Les attentats terroristes en France ont amené la France pour la première fois à invoquer l'article 5 du traité de l'Union européenne en demandant à nos partenaires leur solidarité en matière de défense parce que la France avait été attaquée sur son territoire. Et donc cette idée qu'on fait une défense pour se défendre contre une menace, elle est récente.
Elle a été ensuite réactivée par l'élection de Donald Trump en 2016, où tout le monde s'est dit, mon Dieu, si Donald Trump met en pratique ses menaces sur le fait que l'OTAN est obsolète, il faut peut-être faire quelque chose en européen. Et depuis 2016, effectivement, on a vu des progrès considérables en matière de défense. Et puis, la troisième version, c'est, alors là, elle est encore plus récente, puisqu'elle date effectivement de 2016, qui est de dire, on va faire l'Europe de la défense, non pas parce qu'il y a une menace contre nous, mais parce qu'il y a un doute sur l'alliance, il y a un doute sur l'allié américain. Et donc ces trois versions aujourd'hui se combinent, ou du moins deux d'entre elles se combinent. Aujourd'hui, on a une menace contre l'Europe qui est la Russie et un risque sur l'alliance si Donald Trump est élu de nouveau président des États-Unis. Et donc Trump plus Poutine, ça fait un réveil européen. Mais aucun de nos partenaires réveillés sur le thème de l'Europe sur le thème de l'Europe de la défense, aucun de nos partenaires n'adhère pour autant aujourd'hui à l'idée française d'une Europe puissance. Donc ça, c'est le premier point, il ne faut pas se faire d'illusions. On est en train de construire des éléments d'une défense commune, oui, c'est vrai, mais de là à vouloir créer un acteur politique digne de ce nom, on n'en est pas encore là. Mais puisqu'on parle de défense commune, je crois qu'il faut être sérieux. Une défense commune, ça veut dire mourir ensemble, et mourir l'un pour l'autre. Ça ne veut pas dire une politique commune sur le Mercosur ou sur la date de la chasse à la palombe. C'est vraiment des choses sérieuses. Qui est prêt à mourir pour qui? Et quand? Et pourquoi? Et donc ces questions-là, il faut les aborder, mais on ne les aborde pas pour l'instant au niveau européen. Au niveau européen, pour l'instant, les choses abordées sont la politique industrielle de défense, et je pense que vous allez en parler, et l'Ukraine, le soutien militaire à l'Ukraine. Les deux étant liés, il faut construire des munitions pour pouvoir les envoyer à l'Ukraine. Mais on a derrière ces deux priorités aujourd'hui en matière de défense, on a toutes des questions que je viens rapidement d'évoquer qui sont derrière et que je vais un tout petit peu évoquer ici simplement parce que l'occasion m'en est donnée et que ce sont des choses sérieuses sur lesquelles il faut vraiment réfléchir. Qui est de dire si on fait vraiment une défense commune pour défendre l'Europe, ses citoyens, ses territoires, eh bien, qu'est-ce que ça implique? Alors, la première question qui se pose, c'est qui commande? Alors ça, c'est la question taboue par excellence. Il est évident qu'on ne peut pas décider une défense européenne à 27, même à l'unanimité, on ne peut pas à 27, et que dans toute opération militaire, il faut un commandement, il faut un seul chef. Il y a un commandement, une chaîne unique de commandement. Alors, dans l'OTAN, c'est assez facile, puisque tous les États membres ont délégué en temps de guerre au commandement suprême américain de l'OTAN, donc la conduite des opérations, sans pour autant renoncer à leur souveraineté totale. Enfin bon, on pourra y revenir si vous voulez, mais à l'OTAN, c'est très facile, il y a un commandement suprême américain. En Europe, si on était en guerre, qui commande? Qui a la crédibilité militaire, la légitimité politique et la crédibilité vis-à-vis de l'adversaire? Je vous laisse imaginer les batailles entre les Anglais, qui seront candidats, même s'ils ne sont plus membres de l'Union européenne, et si leur armée est dans un état quand même pas très réjouissant, et les Français, qui se considèrent comme, depuis toujours, comme légitimes, puisque ayant porté ce projet depuis toujours. Maintenant, nos partenaires européens sont prêts à, je crois, n'importe quel commandement plutôt qu'un commandement français. Donc vous voyez que... Mais c'est une question fondamentale. Si on doit mourir ensemble, quel est le commandement à qui on confiera les armées engagées dans cette aventure? Deuxième question, je ne veux pas dépasser mes 7 minutes. Hein. Deuxième question, on défend l'Europe contre une éventuelle menace russe. Après, on pourra discuter dans le débat si elle est probable ou pas. Moi, je ne crois pas, mais bon. Mais il faut quand même se défendre, parce que s'il n'y a pas la... Moi, je pense qu'il faut une défense européenne indépendamment de la menace, parce que je crois à l'Europe puissance. Mais si on est dans l'optique, on fait une défense parce qu'on a une menace et qu'on n'a plus d'alliés, alors la question se passe, quelle est notre stratégie de défense? Et là, effectivement aussi, on n'a pas encore le débat. Parce que quand vous regardez bien les débats au sein de l'OTAN et de l'Union européenne, il y a deux stratégies.
Il y a une stratégie vis-à-vis de l'Ukraine qui est simple, qui est unanime, qui est consensuelle, qui est il faut aider l'Ukraine pour que l'Ukraine ne perde pas. Donc ça, cette stratégie, tout le monde est d'accord, aider militairement l'Ukraine pour qu'elle ne perde pas. On ne dit plus pour qu'elle gagne, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire gagner. Par exemple, sur la Crimée, personne ne sait ce que ça veut dire gagner en Crimée, mais en tout cas pour qu'elle ne perde pas. Et on est très d'accord sur ça, d'où les efforts, en particulier en matière d'industrie d'armement et tout ce que fait la Commission européenne de Thierry Breton pour booster l'industrie européenne de défense. Mais il y a une autre stratégie. Quand vous vous défendez immédiatement à court terme, et puis à moyen terme, savoir quel est le but, quelle est la sortie, quelle est la fin de la guerre. Et donc l'autre stratégie, c'est vis-à-vis de la Russie. Quelle est notre stratégie vis-à-vis de la Russie? Et ça, on n'est pas d'accord. Alors le débat n'existe pas, mais il y a quand même deux tendances. Qui est une première tendance qui est de dire eh bien on fera la guerre à la Russie pour aller jusqu'au bout, pour écraser la Russie, son matériel militaire, de façon à ce que plus jamais elle n'ait la capacité à recommencer une attaque tous les 3 ans contre tel ou tel pays européen. Donc une stratégie, je dirais, jusqu'au butiste, non seulement pour défaire la Russie en Ukraine, mais pour défaire la Russie en tant que puissance militaire. C'est une des stratégies. Et beaucoup de pays la partagent, en particulier quand ils sont en première ligne, les Baltes, les Polonais, on peut les comprendre. Puis il y a une deuxième stratégie qui est simplement de dire on se défend contre la Russie, on chasse la Russie d'Ukraine, on l'empêche de venir chez nous, et basta. Après, chacun chez soi, et on verra, on crée des instruments pour que la Russie ne recommence pas, mais on ne va pas dans cette stratégie de court terme jusqu'à vouloir écraser le potentiel militaire. Ce sont deux stratégies très différentes. Et on n'a pas le débat. Parce que selon les deux stratégies, vous n'avez pas besoin forcément ni des mêmes matériels, ni du même temps, ni de la même séquence de guerre, ni des mêmes alliances de guerre. Si vous voulez juste sortir la Russie d'Ukraine, c'est entre guillemets plus court, moins coûteux, humainement notamment, que si vous voulez écraser la Russie, y compris jusqu'à Moscou. Alors, donc ça, ce débat, il faudrait l'avoir. On ne l'a pas non plus. Peut-être c'est trop tôt. Mais la troisième question, il y en a d'autres, mais je n'ai pas le temps, mais je voulais juste terminer sur ce point-là, que je crois est important. Il faut effectivement que l'Europe se défende, parce que c'est le moyen d'être autonome, non seulement contre une menace russe, mais contre les autres effets en retour en Europe des crises extérieures. Il faut qu'on ait la capacité, la légitimité, la crédibilité d'être une grande puissance. Mais est-ce que raisonnablement, on peut croire ou faire croire à nos opinions publiques que l'avenir des Européens aujourd'hui, c'est la guerre contre la Russie? Est-ce que c'est plausible? Est-ce que c'est politiquement crédible? Moi, je ne crois pas aussi longtemps que l'on a confiance dans la dissuasion nucléaire élargie des États-Unis à l'Europe. Aussi longtemps que l'Amérique protège nucléairement l'Europe, je pense que M. Poutine sera dissuadé d'attaquer un pays membre de l'OTAN. Ça, je suis absolument convaincu que la dissuasion nucléaire fonctionne. Et donc, cette hypothèse d'une guerre contre la Russie pourrait venir d'une absence de confiance vis-à-vis de la dissuasion nucléaire, ou que pourrait venir d'un sentiment de trahison de la part des États-Unis. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer. Est-ce que Trump va quitter l'OTAN? Eh bien non. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en matière militaire, les choses ne sont jamais blanches ou noires. Les Américains n'ont pas investi pendant 70 ans dans cette organisation militaire pour partir du jour au lendemain. Ça leur donne, cette organisation militaire leur donne une série de bases de prépositionnement de leurs forces, en particulier de leurs avions, de leurs bombardiers stratégiques, extraordinaires sur tout le pourtour de la Méditerranée pour intervenir au Moyen-Orient ou je ne sais où à l'égard de l'Iran. Et je vous rappelle que ces bases américaines en Europe sont payées par les Européens. Donc c'est vraiment tout bénéfice pour les Américains. Ce sont les Européens hôtes qui payent l'entretien des bases américaines.
Donc on ne voit pas pourquoi il se priverait de ça. Et troisièmement, je crois surtout que ce que Trump va faire, c'est la zone grise. Il ne va pas dire je m'en vais, c'est terminé, je mets la pliée sous la porte, comme De Gaulle l'a fait en 1966. C'était vraiment un départ brutal. Il a fermé la porte et l'OTAN était à Fontainebleau. Il a mis tout le monde dehors. Ça ne va pas être ça. Il va simplement dire je reste dans l'OTAN, mais je ne sais pas ce que je ferai. Si vous êtes attaqué, ben je verrai. On verra. Et ça, c'est évidemment la pire des choses, c'est l'incertitude. Elle est pire pour les Européens, elle n'est pas mauvaise pour les Russes en tant que telle. Et donc, je termine là-dessus, il faut effectivement se préparer pour éventuellement se défendre contre une attaque de la Russie, mais en même temps, ne pas trop s'y préparer pour donner à entendre à la Russie qu'on ne croit plus à la dissuasion nucléaire et qu'on va mener une bataille conventionnelle en Europe. Ça, je crois que ce serait le pire des scénarios. Merci Nicole, et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer le chantage que pourrait pratiquer M. Trump, justement en ne quittant pas l'OTAN, mais en conditionnant le maintien des États-Unis et le maintien de cette dissuasion à des achats massifs d'équipements militaires. Or, aujourd'hui, les éléments évoqués pour construire cette défense commune, ils concernent aussi ce qu'on pourrait qualifier de préférence européenne, mais la capacité des Européens à fabriquer plus largement leurs propres équipements de défense. Et là, je me tourne vers Federico qui nous écoute et qui va intervenir depuis Bruxelles. J'espère, Federico, que vous nous entendez. Je vous entends très bien. Et vous... et